dans la guerre d'Ukraine, ou au moins ce qui semble être un tournant. On en parlait avec Pascal Boniface il y a quelques instants. Est-ce que selon vous, qui avez une expérience de diplomate l'une des plus prestigieuses en France, est-ce que c'est le temps des négociations et des diplomates précisément après celui des militaires ? À tout le moins, on doit l'espérer. Dans un conflit interétatique de ce genre, où un pays se livre à une agression caractérisée de son voisin, s'empare d'une partie de son territoire, l'issue du conflit, c'est soit la capitulation, l'effondrement de l'un des deux belligérants. Il faut évidemment tout faire pour que ce ne soit pas l'Ukraine, et c'est le moins probable compte tenu de la capacité de résistance, de la volonté qui est exprimée par toute la population ukrainienne. Et s'agissant de la Russie, un effondrement serait précédé, accompagné, suivi de tels bouleversements que ça ne peut pas être non plus l'objectif premier d'une stratégie. Et donc, il faut essayer de réunir les conditions qui permettraient la recherche d'une solution négociée, d'une discussion. Ces discussions, vous pensez qu'elles sont désormais probables ? C'est difficile à dire parce que une négociation de ce type sera une négociation territoriale. Oui. Ce qui est en cause, c'est le sort des territoires concernés. Du côté russe, l'objectif sera de garder au moins les territoires conquis depuis le 24 février, et en tout cas la Crimée, et puis ce fameux corridor terrestre qui, du point de vue russe, permet d'assurer la sécurité de la Crimée, et en particulier son approvisionnement en eau. Du côté ukrainien, Pascal Boniface, je crois, l'a rappelé tout à l'heure, l'objectif aujourd'hui, c'est très clairement de restaurer l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. Ça signifie donc l'ensemble des territoires occupés par la Russie, et ça pose également la question de la Crimée, puisqu'il n'y a aucune reconnaissance internationale de l'annexion de la Crimée par la Russie. Et donc l'écart des positions est considérable. Mais, encore une fois, si négociation il y a, sa première composante sera la composante territoriale. La seconde, à supposer que les parties parviennent à se mettre d'accord sur une nouvelle délimitation des frontières et le sort de ces territoires contestés, la deuxième question, ce seront les garanties de sécurité que, très légitimement, l'Ukraine revendiquera pour éviter que reprenne ce type de conflit. Bien sûr. Or, comme vous le savez, dans ce domaine, l'Ukraine a été échaudée. Elle avait renoncé en 1994 par le mémorandum de Budapest à la présence d'armes nucléaires sur son territoire, et en réalité, l'équipement nucléaire dont elle disposait à l'époque, au profit de garanties de sécurité apportées à l'époque, notamment par les États-Unis et par le Royaume-Uni. Et la Russie. On a vu ce que devenaient ces garanties avec l'agression russe. Et donc, il faudra mettre en place des garanties de sécurité fortes, solides, crédibles. Ce sera le deuxième enjeu de cette négociation. On voit bien le rôle central que vont occuper les États-Unis dans cette affaire-là, puisque les États-Unis jouent un rôle très actif, quoique caché, dans le conflit. Quel peut et quel doit être le rôle de l'Europe ou des grands pays européens comme la France, dans ce processus désormais vraisemblable de négociation? Vous avez raison de le souligner. Les États-Unis apportent entre 70 et 80% de l'aide militaire. Et donc la poursuite du conflit, la résistance, les contre-offensives ukrainiennes dépendent très largement de la continuité de l'aide américaine. Politiquement, au demeurant, cette continuité semble assurée du fait du résultat des élections américaines. Il est probable que ces élections ont fait au moins deux déçus, le président Trump d'un côté et le président Poutine, qui probablement devait escompter une érosion du soutien américain, du soutien militaire, dans le contexte d'une victoire des républicains. Oui, c'est intéressant, vous nous dites que c'est une défaite de Poutine aussi, les élections, les midterms américaines. En tout cas, c'est une attente déçue. Ouais. Du côté européen, la première difficulté, c'est le symétrique de la position américaine. L'apport européen à la poursuite de la guerre n'est pas décisif. Oui. Deuxièmement, les Européens ont dit très tôt, aussi bien les institutions que les principaux États membres, et le président Macron y compris,
qu'il appartenait aux seuls Ukrainiens de décider du moment, des conditions, des modalités d'une ouverture de négociation. Et donc, en filigrane, il leur appartient de déterminer leurs objectifs. Et implicitement également, l'Europe s'interdit de contester ces objectifs. Que peut faire l'Europe dans ces conditions ? Premièrement, continuer à aider l'Ukraine, notamment sur le plan économique et financier. On voit bien aujourd'hui quelle est la stratégie inverse de Poutine que d'affaiblir l'économie, les infrastructures et d'agir sur le moral de la population ukrainienne par ces bombardements. La première obligation pour l'Europe est de continuer son aide. Et symétriquement, de continuer à avoir une politique de fermeté vis-à-vis de la Russie, c'est-à-dire de maintenir, voire de durcir les sanctions qui ont été mises en place. Là aussi, je pense que Poutine devait avoir l'espoir que les difficultés créées par ces sanctions, notamment sur le plan de l'approvisionnement énergétique et de ses conséquences économiques, allaient produire des divisions, des remises en cause, des hésitations du côté européen. Pour l'instant, ça ne s'est pas produit, ça dure. Et donc je pense que la stratégie européenne, au moins pour les semaines et mois qui viennent, c'est à la fois de maintenir son aide, encore une fois, et puis de faire en sorte que les sanctions soient appliquées avec le plus de vigueur possible. Demain, c'est la réunion du G20, ce groupe des 20 plus grandes économies de la planète. Il se déroule en Indonésie et il y aura là-bas la première rencontre physique entre le président Joe Biden, plus ou moins conforté quand même par ces midterms qui, s'ils ne sont pas une victoire, ne sont pas pour lui une défaite, et puis Xi Jinping lui-même aussi conforté, si je puis dire, par son troisième terme. Qu'est-ce que vous attendez de cette rencontre ? Est-ce que, à la fois sur le plan de l'Ukraine, on peut espérer y avoir une avancée, dans la mesure où la Chine est quand même un peu le parrain de la Russie, et au-delà de ça, sur l'évolution de cette nouvelle guerre froide entre la Chine et les États-Unis ? Vous avez raison, c'est la première rencontre physique, je crois, entre les deux présidents. Ils avaient eu plusieurs rencontres virtuelles à distance, et c'est important à ce titre. Ce qui est symbolique aussi, c'est la présence du président Biden, du président chinois, et l'absence du président Poutine. Oui. Il y a un agenda américano-chinois dans cette rencontre, et il y a également la question de l'Ukraine, comme vous le soulignez très justement. Sur le plan des relations bilatérales entre les États-Unis et la Chine, je ne pense pas que les choses bougeront beaucoup. Oui. Il y a une attente du côté chinois que certaines des mesures commerciales restrictives qui datent du président Trump, qui ont été pour l'essentiel maintenues, voire pour certaines renforcées sous l'administration actuelle, soient rapportées. Très peu de chances que ça se produise. Du côté américain, me semble-t-il, il y a l'idée que quelle que soit la compétition actuelle, qui n'est pas dans leur esprit une confrontation, il y a des sujets sur lesquels on doit pouvoir continuer à discuter. Narcotrafic, enjeux climatiques, etc. Le climat. Sur la question ukrainienne et russe, je pense que le souhait, l'objectif, on verra s'il se concrétise, c'est une poursuite de la prise de distance relative de la part de la Chine vis-à-vis de la guerre en Ukraine. On a constaté déjà ces dernières semaines, non pas un rejet ou une contestation radicale, mais une certaine prise de distance. Elle a été exprimée aussi à l'occasion de la visite à Pékin, qui a été disputée par ailleurs du chancelier allemand. Donc peut-être y aura-t-il une certaine expression de la part du président chinois qui ne marquerait, je ne dirais pas une prise de distance, mais un soutien moins éloquent à la stratégie russe, voire un appel plus clair à la négociation. Ce que vous disiez tout à l'heure, à la négociation, à la discussion. Ça sera une victoire occidentale importante. Nous verrons. En tout cas, ça ferait avancer la cause de la recherche d'une solution négociée. C'est vraisemblable. La Chine commence à en avoir assez des foucades de Poutine et de cette guerre qui n'en finit pas, sans pour autant, justement, apporter quoi que ce soit de nouveau quant à ses propres intérêts chinois. Oui. Les fondamentaux de la politique extérieure chinoise, ça reste le respect de l'intégrité territoriale, le respect de la souveraineté des États, et donc ce qui s'est passé gêne la diplomatie chinoise dans ses fondements. Deuxièmement, tout ce qui rend le fonctionnement de l'économie mondiale plus difficile, la remise en cause des chaînes de valeur, gêne le développement chinois, dont l'économie est beaucoup plus intégrée à l'économie mondiale que l'était l'économie russe. Reste néanmoins ce qui réunit
la Chine et la Russie, surtout dans la présentation qui a été donnée par la Russie à sa guerre, à savoir le besoin de résister à l'Occident. À l'hégémonie occidentale. Oui. Et c'est le terrain sur lequel, sur le plan idéologique et symbolique, les Chinois et les Russes continuent à se retrouver. Vous avez vécu, vous étiez le patron du Quai d'Orsay, un secrétaire général du Quai d'Orsay. Vous avez été aussi à plusieurs reprises représentant français auprès de l'Union européenne. Vous avez connu cette période incroyable de détente après la chute du mur et les années qui ont suivi. Le fait que, justement, on en parlait avec Pascal Boniface tout à l'heure, les budgets militaires se sont amoindris parce que la perception du risque s'est affaiblie. De fait, le risque avait diminué. Et puis, ça s'est inversé. On a l'impression d'assister, depuis quelques années, au réveil de tous les trublions. Le trublion est un mot un peu faible, mais on parle évidemment de Vladimir Poutine, on pourrait parler d'Erdogan, on pourrait parler évidemment de Xi Jinping qui s'est radicalisé, ou bien du coréen Kim. Qu'est-ce qui explique que ces quatre-là, pour se limiter à cette liste, s'en prennent justement de façon synchrone à l'hégémonie américaine ? Vous avez raison, nous avons connu quelques années, on verra historiquement si c'était une parenthèse, de mondialisation heureuse, ou en tout cas d'ordre international, caractérisé par paisible, fondé sur l'idée que la paix et la prospérité étaient assurées par l'interdépendance des économies, par la coopération, et tout cela sous l'égide de règles de droit communément acceptées. D'ailleurs, cette vision de l'ordre international était exactement celui de l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle ce qui se passe aujourd'hui interpelle aussi fortement l'Union européenne dans sa vocation, dans son esprit. L'interdépendance, la coopération par le commerce, les accords de libre-échange, la règle de droit, c'est l'ADN européen. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a d'abord eu, si on considère que l'accord de Paris sur le climat en 2015 marque peut-être la dernière expression très forte de cette volonté de coopération internationale, avec des limites, parce qu'on était incapable de l'exprimer en termes de règles de droit contraignantes. N'oublions pas que l'accord de Paris, ce sont fondamentalement des engagements volontaires et des principes. C'était au fond l'acmé du multilatéralisme. Oui. Ensuite, le président Trump vint. L'année d'après. Sorti de l'accord de Paris sur le climat, sorti de l'accord avec l'Iran, ce qui était une manière de montrer que les engagements internationaux, la règle de droit importaient peu. 2016, le référendum sur le Brexit au Royaume-Uni, parce qu'on peut considérer aussi cela comme une volonté de marquer les limites d'une logique de coopération et de retrouver de l'autonomie. Vous avez vous-même souligné le nationalisme indien du Premier ministre Modi, du comportement de M. Erdogan et ses volontés d'hégémonie ou en tout cas d'affirmation nationale régionale. Et tout cela s'achève, peut-être provisoirement, ou en tout cas la remise en cause de cet ordre est symbolisée par ce qu'a décidé le président Poutine. L'agression caractérisée, l'invasion d'un pays voisin souverain sans aucun motif, c'est la répudiation la plus forte qu'on puisse imaginer de cet ordre international et de la Charte des Nations Unies. Il faut essayer de reconstruire des logiques de coopération là où elles ont été remises en cause. Mais alors, tous les événements que vous évoquez sont-ils des causes ou des conséquences ? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas une cause première derrière l'élection de Trump, le Brexit et le fait que Erdogan montre les dents face à la Grèce ? Autrement dit, est-ce qu'il n'y a pas là aussi un climat mondial d'ailleurs, ou de revendications nationales, de besoins de frontières, de crainte devant la mondialisation qui s'est exprimée à travers ces victoires électorales ou ces initiatives diplomatiques ou guerrières ? Sans aucun doute, parce que dans beaucoup de pays du monde, y compris en Europe, nous l'avons constaté, s'expriment aujourd'hui et progressent des forces qui considèrent que l'urgence est la priorité de réaffirmer une forme d'identité par rapport à ce que la mondialisation apportait de dilution, d'incertitude, de sentiment de perte de maîtrise sur son destin.
encore une fois, c'est ce qui a conduit les Britanniques dans leur vote. Oui. Et on ne peut pas dire que le résultat soit de nature à conforter la thèse selon laquelle, de cette manière, on retrouvait effectivement de la souveraineté, on réglait les problèmes de fond. Mais c'est une réalité. Je crois que l'idée selon laquelle on est mieux par l'interdépendance, par le commerce, par l'ouverture, est une idée qui a perdu en crédit et en autorité par rapport à ceux qui considèrent que c'est en réaffirmant son autonomie, voire sa souveraineté, son identité nationale, que l'on peut mieux défendre ses intérêts. C'est peu probable que ce soit fructueux, mais en tout cas, constatons que ce type d'idée de contestation progresse un peu partout dans les démocraties occidentales. Parce que l'interdépendance, finalement, est vécue comme une dépendance. Oui, et c'est vrai que la crise sanitaire, à cet égard, a joué un certain rôle. Vous avez évoqué mon passé européen. La Commission européenne avait beaucoup théorisé cette idée selon laquelle la souveraineté, l'autonomie de nos approvisionnements ou la sécurité de notre approvisionnement dans tous les domaines reposait en fait sur un bon fonctionnement du commerce mondial. Oui. D'où la multiplication des accords de libre-échange avec la planète entière. C'est par le bon fonctionnement du marché, à la fois le marché intérieur et le marché international, que l'on assurait au mieux la satisfaction de nos besoins, en particulier en termes d'approvisionnement stratégique. Ce qu'a montré la crise sanitaire, avec l'affaire des masques par exemple, la plus symbolique et la première, ce que montre aujourd'hui la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine, c'est à quel point s'en remettre au bon fonctionnement des marchés internationaux... Le marché ne marche pas, enfin au moins pas tout le temps. Audacieux. D'où aujourd'hui le regain de volonté de réduire les dépendances, de renforcer son autonomie, qui pour une part d'ailleurs correspond à des objectifs défendus de longue date par la France. Nous devons essayer de réaffirmer l'autonomie européenne, de réduire nos dépendances. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est un véritable programme pour essayer d'aller dans ce sens. Cette semaine, bien sûr, c'était aussi les élections aux États-Unis. On les a mentionnées implicitement. On attend toujours les résultats définitifs pour la Chambre des représentants, mais pour le Sénat, c'est avéré. Les démocrates conservent le contrôle. Y a-t-il de quoi relancer la présidence Biden ? Quel bilan faites-vous de ces 2 premières années du président qu'on disait très affaibli et qui finalement montre, j'utilise ce mot que je n'aime pas beaucoup, mais une résilience étonnante ? Oui, résilience étonnante, vous avez raison, parce que je ne suis pas un spécialiste de la politique américaine, mais tous les observateurs avaient rappelé que depuis 20 ou 25 ans, tous les présidents avaient vu leur parti perdre les midterms qui suivaient l'élection présidentielle. Ce n'est pas le cas, puisque le Sénat reste sous le contrôle des démocrates, du président Biden. Deuxième observation, je suis quand même frappé par le fait que ces élections se soient déroulées bien mieux qu'on l'avait dit ou qu'on l'avait craint. C'est vrai. Et que tous ceux qui considéraient qu'une nouvelle démonstration de la maladie de la démocratie américaine serait apportée par cette élection, finalement, ont été démentis par son déroulement et ses résultats. Et je pense qu'il faut pour le moins nuancer tout ce qu'on a écrit et dit ces dernières semaines en Europe, en France y compris, sur les maladies de la démocratie américaine. Ça tient. Troisièmement, ce que signifie cette élection, c'est qu'il est probable que le président Biden n'aura pas la capacité de prendre de très nombreuses nouvelles initiatives, notamment si la Chambre des représentants passe sous le contrôle des républicains, mais à tout le moins, il n'y aura pas de remise en cause de ce qu'il avait entrepris et réalisé pour partie dans ces 2 premières années, et ne serait-ce que ce que nous disions tout à l'heure à propos de l'aide à l'Ukraine, sans omettre le fait qu'il y avait un certain consensus bipartisan, pas total, mais néanmoins, sur l'aide à l'Ukraine. Là, le fait que le président Biden dispose encore du contrôle du Sénat, à mon avis, protège contre toute remise en cause de ce qu'il a entrepris. Venons-en à l'Europe. Cette semaine, c'est bien sûr l'Ocean Viking, ce navire refusé par l'Italie parce qu'il transportait des migrants et accueilli finalement à titre humanitaire par la France. Brouille franco-italienne assez profonde, alors que les semaines qui précédaient avaient vu non pas une brouille franco-allemande, mais en tout cas
L'éloignement des deux parties de ce fameux couple, qu'est-ce que ça dit de l'Europe aujourd'hui ? Ce couple franco-allemand est-il encore capable de construire les cohésions nécessaires pour les temps agités qui semblent s'annoncer ? Ne faites pas trop vite le deuil de l'Europe. Vous évoquiez la résilience tout à l'heure. Ce qui continue à me frapper, c'est la manière dont l'Europe parvient à traverser les grandes crises que nous vivons depuis une dizaine d'années. La crise financière, des dettes souveraines il y a 10-12 ans, la crise migratoire qui était à son acmé en 2015, ce qui aurait pu être la crise née du Brexit à partir de novembre 2016, la crise sanitaire et aujourd'hui la crise ukrainienne. À chaque fois, finalement, il y a eu une étonnante capacité de résilience, c'est-à-dire de surmonter la difficulté par des solutions coopératives. Donc, n'allons pas trop loin dans la hantise ou la crainte d'une vraie crise européenne. Sur l'affaire migratoire, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? D'abord, c'est une certaine reprise des flux migratoires, oui, des arrivées régulières. Rien de commun avec ce que nous avons vécu en 2015. 1 million et demi d'arrivées irrégulières. Mais après l'interruption quasi totale des flux par la crise sanitaire, le Covid, oui, 2020-2021, une certaine reprise, donc une sensibilité à nouveau plus forte du côté italien. Deuxième élément de contexte, vous l'avez évoqué, ce nouveau gouvernement italien, issu des dernières élections, avec, de la part du président du Conseil, de la présidente du Conseil, Mme Meloni, une volonté de rassurer les partenaires européens sur l'euro, les engagements économiques, les règles du marché unique, et manifestement, enfin ce qui s'est exprimé pleinement dans ces décisions de ces derniers jours, une volonté de marquer sa différence par rapport au gouvernement précédent sur la question la plus sensible pour une partie de cette coalition, à savoir la question migratoire. Ajoutez-y une gestion de l'affaire qui manifestement a été cafouilleuse du côté italien et qui a produit en partie cette brouille. L'élément de contexte supplémentaire qu'il faut avoir à l'esprit aussi, c'est un échec européen. Celui-là, il faut le reconnaître et l'assumer, à savoir l'incapacité depuis 2015-2016 à mettre en place une véritable politique de gestion des flux migratoires européenne, caractérisée par des contrôles d'une part, caractérisée aussi par des capacités de reconduite vers leur pays d'origine de ceux qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire européen, mais aussi avec un troisième élément important, un mécanisme de répartition des migrants, des réfugiés sur le territoire européen pour éviter que les pays géographiquement en première ligne soient seuls à être exposés à ce flux. Là, c'est un échec qu'il faut reconnaître depuis 2015-2016, qui s'explique en partie par le fait qu'on a cru pouvoir le résoudre en appliquant les vieilles méthodes et les procédures européennes, à savoir considérer qu'il s'agissait d'un enjeu de bon fonctionnement du marché unique et que l'on pouvait décider à la majorité qualifiée de la manière dont étaient répartis les migrants. Alors que c'est beaucoup plus sensible. Alors que c'est beaucoup plus sensible, alors que même si juridiquement, encore une fois, la Commission était fondée à dire oui, on peut adopter ce type de règlement ou de directive, en réalité, comme vous venez de le dire implicitement, contraindre un pays, une communauté nationale, à s'ouvrir à des gens dont elle ne veut pas, c'est extraordinairement difficile. Et faute de décisions véritablement acceptées par les uns et les autres, nous n'avons pas ce mécanisme juridiquement contraignant qui permettrait de réagir à ce type de situation. Nous avons des dispositifs volontaires qui ne réunissent qu'une partie des États membres, et c'est ça qui a montré toute sa difficulté, son insuffisance dans la situation actuelle. J'ajoute un élément en me souvenant des débats de 2015-2016. Je me souviens que lorsque les Polonais en particulier refusaient le mécanisme juridiquement contraignant, ils nous disaient « nous n'avons pas vocation, c'est contraire à toutes nos traditions, à notre histoire, à accueillir des migrants en provenance du Proche-Orient, ou de Syrie ou d'Afghanistan. Et le jour où il y aura une crise en Ukraine, c'est nous qui serons en première ligne. Et c'est nous qui serons amenés à accueillir ces réfugiés. Et ce qui s'est produit, c'est exactement cela. Ouais. Il y a aujourd'hui 1 million de réfugiés ukrainiens en Pologne.
et ce qui, rétroactivement, justifie, un mot excessif, en tout cas éclaire ce qu'était le discours polonais à cette époque. Donc, nous devons reprendre ce débat à la base. Nous devons faire comprendre, y compris à l'Italie, que le propre du système européen, c'est que la solidarité ne se divise pas, et que si on revendique une solidarité économique et financière, notamment après la crise du Covid, il faut assumer des formes aussi de responsabilité, de solidarité en matière d'accueil de migrants. Dernière question, Pierre Sellal. Quel est le meilleur livre que vous avez lu récemment ? J'aime beaucoup les dictionnaires. Et comme vous savez, ils s'en publient beaucoup dans tous les domaines, du dictionnaire du Tintin, du théâtre, de la diplomatie, etc. Et parmi les derniers que j'ai lus, c'est un dictionnaire, c'est Le Grand Monde de Marcel Proust. C'est un dictionnaire des personnages de la recherche du temps perdu de Mathilde Brézé. Et c'est un livre absolument formidable. Pour les Proustiens, c'est extraordinairement savoureux parce que vous avez tous les détails biographiques et vous redécouvrez des éléments sur les centaines de personnages de la recherche. Et pour les non-Proustiens, je suis persuadé que cette plongée dans cet univers, une population extraordinaire, avec des vices, des tics, des habitudes,